C'est bon. Voilà, merci. Merci d'être présent ce soir. Alors, moi, c'est Valériane. Je suis ambassadrice psycho et je travaille aussi à la Société Mère. Je travaille en étroite collaboration avec le réseau et, euh, donc je répète qu'il y a l'onglet chat ou discuter, et puis un petit peu à droite, il y a l'onglet Q et R ou Q et A, donc questions et réponses ou questions and answers. Et donc la différence, c'est que dans le chat, vous écrivez les petites choses est-ce que j'ai pas de son, j'ai plus de caméra, etc. Ou d'où vous venez, pourquoi vous êtes là, est-ce que c'est de la curiosité simple ou bien parce que vous connaissez quelqu'un qui souffre de troubles du sommeil ou vous-même. Euh, et, s- et si vous avez des questions, par exemple, plus précises sur le sommeil qu'on pourrait, s'il reste du temps, poser au docteur Lemoine, eh bien, vous les écrivez dans l'onglet Q&R. Ok, il y a Evelyne et Sergio qui nous aident pour la technique. Donc merci à eux déjà. Et alors, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Oui, donc n'hésitez pas à ceux qui nous rejoignent à écrire d'où vous venez dans le chat. C'est pour qu'on voit le beau dynamisme et qu'on vient de partout dans le monde. Euh, je vais laisser la parole à Stéphane Dumonceau, le concepteur des lunettes Psyo, pour cette première mouture du café Psyo qui est de l'importance du sommeil, un des piliers de l'état de santé. Voilà, merci Stéphane. Bonsoir à tous, merci de votre présence. Je vais introduire la séance euh, par deux anecdotes, histoire de détendre un peu l'atmosphère. Et donc, je vais tout simplement vous expliquer comment tout ceci a commencé en ce qui concerne le sommeil. Et donc, on se retrouve dans les années 90. Et j'avais déjà, il faut savoir qu'à cette époque-là, on ne savait rien de cette technologie, pas grand-chose. J'avais fait quelques expérimentations à l'électroencéphalographie, mais bon, à part ça, quels sont les effets exacts, etc. Donc j'avais bien évidemment une année ou deux d'observation, et j'avais plusieurs personnes qui m'avaient dit, je dors mieux. Bon. Alors, je me suis enhardi, et comme je venais de terminer mes études, et notamment des expérimentations à l'université de Bruxelles, j'avais fait des stages dans les hôpitaux. Je me suis dit, bah tiens, je vais contacter l'hôpital Bruckmann où j'ai fait des stages. Je vais contacter le labo du sommeil puisque j'ai des gens qui me disent qu'ils dorment mieux. On va bien voir si je vais être reçu et qu'est-ce que ça va donner. Et donc, je prends rendez-vous avec le docteur Hoffman à l'hôpital Bruckmann et il me reçoit très gentiment. Je lui explique que ça relaxe en apparence rapidement les gens. Et il me dit, vous savez, ça m'intéresse peut-être parce que on a un souci. Quand on enregistre, on veut enregistrer le sommeil des gens. Déjà, ce sont des gens qui ne sont pas venus tout de suite. Ils ont traîné. En général, c'est la famille, les proches qui insistent pour que on en finisse et qu'on analyse ce sommeil. Et donc, les gens sont en général des cas qui ont vraiment des difficultés de dormir. Et puis là, ils se retrouvent dans un lit avec un casque avec des électrodes, avec une caméra pointée sur eux. Et là, ils dorment pas. Et en fait, c'est raté parce qu'on est obligé de leur dire le lendemain matin, ben, on n'a pas su enregistrer votre sommeil, revenez dans un mois ou revenez dans 15 jours. Et donc voilà, finalement, je dis, écoutez, vous savez quoi, je vous le mets en dépôt. Je vous mets la machine en dépôt et on se recontacte d'ici 2 mois. Je reviens 2 mois après et je lui dis, voilà, docteur, est-ce que vous avez eu l'occasion de tester ben, il me dit, ben non, franchement, j'ai pas eu le temps, etc. Mais par contre, vous en faites pas, je vous le prends. Je dis, ah bon, mais si je peux me permettre, pourquoi est-ce que vous le prenez alors? Eh ben, écoutez, il me dit, voilà, j'ai une épouse qui ne dort pas. Et depuis que j'ai testé votre appareil sur mon épouse, et elle est devenue fan complètement, et je suis convaincu. Donc, je vous le prends, et maintenant, je vais commencer mes véritables essais sur les patients de mon labo du sommeil. Et c'est ainsi que plusieurs mois après,
il m'a recontacté en disant, ben, ça fonctionne bien, on est très content, etc. Donc voilà, ça c'était la première anecdote assez originale, je trouve, pour l'introduction d'un appareil. Ensuite, la deuxième anecdote que je voulais vous raconter, ben, c'est justement ma rencontre avec le docteur Lemoine euh, au congrès, si je ne m'abuse, congrès du sommeil de Nantes. Et en fait, il faut savoir que moi, j'avais déjà lu plusieurs livres du docteur Lemoine, et, euh, et notamment deux qui m'avaient particulièrement attiré l'attention. C'était un livre sur le placebo et un livre sur le nocebo. Et ça, évidemment, ce sont des sujets qui me passionnent parce que notre médecine, si je peux m'exprimer ainsi, émotionnelle, ben, elle fait partie de ces domaines du placebo et du nocebo. Et donc, j'avais dit à mon collègue, oh, j'aimerais vraiment rencontrer le docteur Lemoine. Et voilà que nous nous installons sur le stand et on ouvre à 8 heures du matin et la première personne qui arrive à notre stand, c'était le docteur Lemoine qui, qui a directement précisé qu'il utilisait déjà la lunette qui lui avait été prêtée par un de nos ambassadeurs et qu'il l'utilisait lors de voyages en avion pour aller donner cours, si je ne m'abuse, à Pékin, et qu'il avait même parlé de nous dans un paragraphe dans un de ses livres qui s'appelait S'endormir sans médicaments ou presque. Voilà. Donc maintenant, je vais me permettre d'introduire le docteur Lemoine qui nous fait l'honneur d'être parmi nous ce soir. Donc, je m'excuse déjà à l'avance sur le côté succinct de mon introduction, parce qu'il faut savoir qu'il y a beaucoup à dire, donc je vais être succinct. Donc, Patrick Lemoine est psychiatre, il est docteur en neurosciences, il est ancien praticien hospitalier et directeur d'enseignement clinique à l'Université Claude Bernard de Lyon, et il est aussi directeur médical de la division psychiatrique du groupe Orpea. Il est spécialiste du sommeil. Il a publié de nombreux ouvrages consacrés au sommeil et à ses troubles, à l'anxiété et au sevrage des médicaments. Et donc, voilà, docteur Lemoine, je m'arrête là parce que si vous avez besoin de en savoir plus sur sa biographie, ben, tout est en ligne. Mais enfin, voilà l'introduction. Merci d'être parmi nous. Je vais rendre la parole maintenant à Valériane qui va faire l'interview avec vous. Merci Stéphane pour ces petites anecdotes. J'aime toujours la manière dont tu racontes les histoires parce qu'il y a toujours... c'est tellement riche. Alors, docteur Lemoine, oui, merci encore d'être avec nous ce soir. Avant de parler, d'entrer dans le vif du sujet des troubles du sommeil, moi j'aimerais qu'on commence par élargir un peu notre, ou la mienne en tout cas, de compréhension de ce qu'est le sommeil. Alors on parle de sommeil comme un des piliers de l'état de santé, au même titre que ce qu'on ingère, en tout cas dans certains courants. Ça en montre évidemment son caractère indispensable, fondamental à notre fonctionnement. De plus, la privation de sommeil est reconnue à travers le monde comme étant l'une des méthodes de torture les plus atroces. Donc, ma première question, c'est est-ce que avoir un sommeil de mauvaise qualité sur le long terme a de vrais effets néfastes sur l'organisme et quels sont-ils? Oui, alors bonsoir Stéphane, bonsoir Valériane. Vous savez, le sommeil, c'est tout le temps, on est tout le temps dans la dualité, dans le paradoxe. Par exemple, votre image à vous, c'est incroyable. S'appeler Valériane, qui est la plante qui de loin a le plus démontré d'effets sur le sommeil, et se présenter devant une tasse de café avec la caféine qui est ce qui empêche le plus de dormir, déjà vous posez bien le problème, parce qu'au fond, vous posez tout le problème du paradoxe d'un système PSIO qui fait dormir en stimulant. Et ça, c'est ça que j'aime beaucoup, justement, c'est que tout le temps dans le sommeil, on est dans le blanc et le noir, dans l'éveil, le sommeil, dans le yin et le yang, enfin tout ce qu'on peut dire. On est tout le temps dans le paradoxe. Alors, votre première question, ben, elle est essentielle, fondamentale, puisque, au fond, vous vous demandez à quoi ça sert de dormir, et est-ce que ne pas dormir, ça peut entraîner des dégâts. Alors, à quoi ça sert de dormir? Ben, la première cause, enfin la première efficacité du sommeil, c'est sur la longévité. C'est-à-dire que euh, si on dort bien toute sa vie, on vit plus longtemps en bonne santé.
Et ça, c'est archi démontré pour une raison très simple, à savoir que ce qui permet de savoir combien on a encore de temps à vivre en bonne santé, c'est l'état de l'extrémité de nos rubans d'ADN, ce qu'on appelle les télomères. Et si les extrémités de ces rubans d'ADN sont longs et intacts, c'est qu'il reste encore quelques années à vivre. S'ils sont effilochés, troués, raccourcis, ben c'est que malheureusement, c'est moins long. Et la bonne nouvelle, c'est que toutes les nuits, au cours du sommeil lent profond, c'est-à-dire au cours des 3 premières heures de sommeil aux horaires habituels, et ça j'insiste énormément là-dessus, les 3 premières heures de sommeil aux horaires habituels, il y a des petites couturières qui s'appellent des télomérases, qui ravaudent nos extrémités de nos rubans d'ADN et qui nous permettent de faire encore plus de bouts de chemin grâce au bon sommeil. Alors par quel mécanisme on vit plus vieux et en bonne santé grâce au sommeil? Il y en a beaucoup. Le plus important peut-être, et c'est le plus récemment découvert, c'est que toutes les nuits, il y a une mise à jour de notre logiciel immunitaire qui se fait grâce au sommeil. Toutes les nuits, on met à jour. Et on a bien vu d'ailleurs que pendant la dernière épidémie de Covid, euh, c'était les gens qui dormaient pas bien qui se sont le plus souvent retrouvés à l'hôpital ou au cimetière. Et c'est ceux qui dormaient bien, qui supportaient le mieux le vaccin et chez qui le vaccin était le plus efficace. Et c'est pour cette raison qu'on sait que les gens qui dorment pas bien ont plus facilement le cancer, ont plus facilement des infections, que bref, il y a des tas de problèmes immunitaires dès lors qu'on dort pas bien, notamment probablement au cours des 3 premières heures de sommeil qui représentent le noyau dur. La totalité de l'hormone de croissance est sécrétée au cours des 3 premières heures de sommeil chez l'adulte. Chez le nourrisson, c'est presque tout le temps. Chez les enfants qui veulent grandir, c'est aussi tout le temps. Mais jusqu'à 95 ans, 99, 99 ans pour les Belges, moi je suis savoyard, donc je dis aussi 99, eh bien, c'est pendant ce temps-là qu'on arrive le mieux à muscler notre hormone de croissance. Alors, à quoi ça sert l'hormone de croissance? Ben, un, ça fait grandir les enfants. Bon, il y a une étude que j'adore citer qui se passe dans le Bronx, dans une population pauvre de portoricains, où il y avait les enfants, ils grandissaient pas. Il y avait des espèces de nanisme fonctionnel incompréhensible, puisqu'il n'y avait pas de problème génétique et qui mangeaient quand même à leur faim. Jusqu'au jour où il y a eu un chercheur qui a une idée assez géniale, il leur a juste mis des boules qui et en 6 mois, les gamins avaient grandi. Explication, c'est que ce quartier pauvre, il y avait tellement de bruit que les enfants n'atteignaient jamais le stade de sommeil lent profond. Ils n'avaient donc pas d'hormones de croissance et ils ne grandissaient plus. Mais chez les adultes, puisque je vous ai dit, toute la vie, on fait d'hormones de croissance. Ça permet de cicatriser, ça permet de multiplier les spermatozoïdes. Il y a des stérilités fonctionnelles masculines à cause du mauvais sommeil. Ça permet aussi, l'hormone de croissance, elle est glycolytique, ça permet de réguler le glucose. Elle est également lipolytique, ça permet de réguler les lipides. Et enfin, c'est la synthèse protéique. Donc ça fait tout, ça fait absolument tout. Et ça, il faut bien en être conscient. D'où mon premier conseil, couchez-vous à des horaires assez réguliers. Si vous êtes programmé, on va dire, parce que c'est très génétiquement programmé tout ça, 23 heures, 7 heures, c'est le plus classique. Si vous vous couchez à 2 heures du matin, vous pouvez faire toutes les grasses matinées du monde, ça ne sert à rien. Vous n'aurez pas un nanogramme d'hormones de croissance. Ça n'interdit pas de faire la fête, mais il ne faut pas que ce soit trop régulier. Et ceux qui sont, les ados par exemple, qui regardent énormément leur tablette et leur téléphone le soir et qui se couchent beaucoup trop tard, ont des gros problèmes immunitaires, ont des gros problèmes d'apprentissage, puisque le sommeil, ça sert aussi à trier les souvenirs et à les stocker. Hein. Pendant le sommeil paradoxal, on fait défiler tous les souvenirs triviaux de la journée, et puis on les élimine, puis tac, ah, il y a un truc intéressant, et on le stocke dans l'hippocampe pour s'en servir plus tard. Donc la mémoire est importante aussi. Et puis au cours de la nuit, ben, on abaisse la tension artérielle. Ceux qui ne dorment pas bien, ils ont plus de risques d'infarctus, d'AVC. Et puis évidemment, on fait chuter les hormones de stress, le cortisol, la noradrénaline. Et ceux qui ne dorment pas bien ben, ont plus de risques d'avoir un trouble panique, d'avoir un état dépressif, bref, d'avoir des problèmes psychiatriques. Donc, vous voyez que le sommeil, finalement, j'ai envie de dire que c'est ce qu'il y a de plus important, en fait. C'est le pilier de notre santé. Et Oui. c'est d'ailleurs la raison pour laquelle, en France, à l'université, il y a 0 heure consacrée au sommeil pendant les études de médecine, ou d'infirmier, ou de psychologie. C'est la logique française, ça.
Donc oui, en fait, c'est pas, c'est un des piliers de l'état de santé, mais en fait, c'est le pilier le plus fondamental. Et c'est, à mon avis, le principal. Oui, Vraiment, parce que, en fait, tous les autres piliers découlent de la qualité du sommeil. c'est ça. Et ça, malheureusement, les autorités ne s'en rendent pas tout à fait compte que quelqu'un qui dort bien a beaucoup moins de chances d'avoir un cancer, d'avoir une infection, d'avoir un infarctus, d'avoir un Alzheimer aussi, à cause des problèmes de mémoire. Donc, et puis, je vous ai parlé des stérilités masculines. Mhm. Petite question, pourquoi je ne parle pas de stérilité féminine? Qu'est-ce que vous en pensez, Valériane? J'ai- J'avais cette question-là sur Allez, j'en le doute, coup de j'en la doute. langue, évidemment. C'est pour une raison très simple. C'est que Oui, quand vous êtes né, que vous étiez un nourrisson valériane, vous aviez tout votre stock de vos sites. exact. Et en fait, à partir de la puberté, bah, à chaque fois que vous avez eu une ovulation, vous avez perdu jusqu'au jour où vous n'en avez plus. Vous en êtes encore très loin, jusqu'au moment de la ménopause, où il n'y a presque plus d'ovocytes. Donc il n'y a pas de multiplication des ovocytes, Oui. alors que nous, les mecs, on est obligés de multiplier toute notre vie pour avoir un stock à peu près conservé. Mais l'avantage, c'est qu'il n'y a pas d'andropause, du coup, ça n'existe pas. C'est un fantasme. Ah, ok. Ah oui, parce qu'on a toujours la Oui, ménopause, c'est quand il n'y a plus il n'y a plus. de cellules reproductrices. Tout à fait. On en a toute la vie, même si c'est pas une bonne idée de faire des petits trop tard, puisque on sait de plus en plus que la médecine bien macho a accusé les malheureuses mères de faire des trisomiques, de faire des tas de... parce que c'était trop âgé, alors qu'en fait c'est surtout l'âge des hommes qui compte, parce que plus les spermatozoïdes sont dupliqués de fois, plus il y a d'erreurs, et donc plus il y a de risques, notamment au niveau des troubles du spectre autistique. Ça, c'est super intéressant. Alors, ça fera peut-être l'objet d'un autre café psycho parce que je suis spécialisée dans l'accompagnement à la naissance par l'hypnose, donc c'est très intéressant. Et si je reviens vers notre sujet du sommeil, vous avez parlé donc de tous les processus je vais dire, de régénération qui s'activent pendant notre sommeil, donc, et dont notre organisme est privé lorsqu'on ne dort pas ou pas aux bonnes heures. Vous pouvez observer que avec cette augmentation énorme d'utilisation des écrans, est-ce que vous observez que les jeunes, euh, de plus en plus, ont des troubles du sommeil? Ah ben ça, c'est un vrai cliché. Mais juste un mot par rapport à l'introduction, il y a une petite erreur. Vous disiez la privation de sommeil est une des tortures les plus horribles. Oui. Oui et non. Parce Ah, qu'en fait, si on décide de ne pas dormir, et il y a eu un garçon en Californie, à San Diego, qui est resté, je crois, 11 ou 12 jours et nuits sans dormir et sans trouble, ou presque. En 48 heures, il a tout récupéré, mais il était volontaire. En fait, c'est la privation de sommeil imposée qui est une torture. Mais si elle est volontaire, ça n'est pas une torture. Et de merci. même, il y a un cliché qui dit que priver les gens de rêve, de sommeil paradoxal, est mortel. Et ça reposait sur des très très vieilles études au moment où on a découvert dans les années 60 le sommeil paradoxal, où les chercheurs ont commencé à réveiller les rats chaque fois qu'ils rentraient en sommeil paradoxal. Et en 15 jours, les malheureux mouraient. Donc les psychanalystes, yes, vous voyez, le rêve c'est vachement important, on ne peut pas vivre sans rêver. Simplement, il y en a un qui a dit, bah, écoutez, on va les priver de sommeil paradoxal chimiquement, en leur donnant des antidépresseurs IMAO qui bloquent le sommeil paradoxal, ou bien en enfilant une aiguille qui bloque les centres du sommeil paradoxal. Ils se portaient très bien, les rats, en fait. Et on peut priver de sommeil paradoxal des personnes adultes. Les enfants, c'est très différent. Mais chez les adultes, les médicaments antidépresseurs IMAO privent de sommeil paradoxal. Les gens restent pendant 30 ans, 40 ans sans sommeil paradoxal. Ils se portent très bien, ils n'ont pas de névrose, ils n'ont pas de problème particulier. Donc, il y a comme ça des clichés qu'il importe de régler. Et du coup, vous disiez que le fait que les jeunes... euh, Oui, alors, bien c'est aussi sûr, un ce cliché? qu'il faut comprendre, c'est que les adolescents, physiologiquement, même avant l'invention de l'électricité, ils dorment plus et en retard de phase. C'est-à-dire quand on est ado, il faut faire des hormones de croissance parce qu'on grandit beaucoup, on a des transformations hormonales importantes, donc il faut dormir plus. Et il y a cette tendance effectivement à s'endormir plus tard et surtout à se lever beaucoup plus tard, hein. Toutes les familles ont vu
l'adolescent pas rasé, pas coiffé, qui arrive au déjeuner dominical, croyant que c'est le petit déjeuner, alors tout le monde en est déjà en train de manger le gigot Fayot. Donc ça, c'est tout à fait classique. Ça a été aggravé, ce problème-là, par les écrans, Oui. puisqu'évidemment, la plupart d'entre eux sont drogués à leur tablette et à leur téléphone et à tous les Instagram et tous les TikTok et tous ces trucs-là. Mais aussi, ça a été aggravé par le confinement. Parce que le confinement a fait exploser le nombre d'insomnie et de dépression. Pourquoi? Parce que, j'ai envie de dire, il y a deux mots-clés, c'est télétravail et Netflix. À savoir que quand vous savez que vous télétravaillez à l'heure que vous voulez, ben, vous pouvez regarder des séries jusqu'à 2-3 heures du matin sans problème, ce qui fait que les gens se levaient vers 11 heures, midi pour télétravailler. Et le retard de phase, c'est quasiment la dépression, la définition de la dépression. Quand on dort plus tard que l'heure pour laquelle on a été programmé, on développe une dépression. Et ça a été démontré. On a pris des sujets sains qui n'avaient pas de problème psychiatrique. On les a payés pour qu'ils acceptent de se coucher pendant 15 jours à 2-3 heures du matin. Et à l'enregistrement de sommeil, ils avaient tous des traits dépressifs. Enfin, Wow. de même que dans l'utilité du sommeil, on a payé des gens, des étudiants en pleine santé, pour dormir pendant 15 jours moins de 5 heures par nuit. Et au bout de 15 jours, ils étaient prédiabétiques, c'est-à-dire leur insuline s'était effondrée et ils avaient une résistance à l'insuline. Donc là, et là, on est dans l'immunologie, puisque le diabète, c'est une maladie auto-immune. Et que les personnes qui sont porteuses du gène du diabète ont vraiment intérêt à prendre soin de leur sommeil. Et pas de prendre de somnifères, parce que le somnifère, c'est un anesthésique léger, ça ne fait pas dormir, ça anesthésie, et on n'a pas les bénéfices du sommeil que je viens de vous énumérer. C'est ça. Ah, c'est super intéressant, merci. Et ben, alors du coup, mis à part les écrans, quels qu'ils soient, hein, tablette, ordinateur et téléphone, mis à part mettre les écrans loin de notre lit, quels sont les autres facteurs qui peuvent déclencher, enfin, ou perturber le sommeil? Ah ben alors là, il va nous falloir toute la nuit, hein. Ok. Euh, il m'ennuie parce que je passe mon temps à dire pas d'écran après dîner, et là, on est en train de rendre insomniaque 97 personnes, plus nous Ouais, 5, ouais. 102 personnes. Non, Stéphane, c'est je ne parce vous qu'on a félicite pas. décidé de manger après. On a décidé. Stéphane, je ne vous félicite pas du tout. Vous êtes facteur d'insomnie. Alors, d'accord, il faut vendre des PSIO, mais quand même. Je réponds juste à K. C'est pas le Mosemo, c'est le nocebo. Et le nocebo, c'est le contraire du placebo. Placebo en latin, c'est je plairai. Nocebo, c'est je nuirai. C'est-à-dire que c'est quand un médicament fait moins d'effets que prévu et qui donne plus d'effets secondaires que prévu. C'est ça le nocebo. Voilà. Donc, quels sont les autres facteurs? Eh bien, il y en a énormément. J'ai envie de dire, la première question que je pose aux gens, c'est thé, café, chocolat, coca, Red Bull. C'est-à-dire les 5 sources de caféine. Ouais. Prendre une de ces 5 sources, thé, café, chocolat, coca, Red Bull, après 16-17 heures, c'est s'exposer à une très mauvaise nuit. Même s'il y a des gens qui disent, mais si, moi j'ai besoin de ma petite tasse de café quand je me couche, je dors très bien. Ben, désolé, mais si j'enregistre le sommeil de ces personnes-là, je vois qu'il est de très mauvaise qualité, il est haché, avec des tas de changements d'état au cours de la nuit, il est moins réparateur. Donc c'est vrai que la caféine, c'est une très bonne molécule, anti-Alzheimer, ça a été bien démontré aussi, mais on évite à vos âges, Valériane, pas après 16-17 heures. Moi, à mon âge, je ne peux plus en prendre après 13 heures. Ça m'empêche de m'endormir. Il se trouve que moi, je suis génétiquement du matin, mais caricaturalement du matin. Ce qui veut Ok. dire que mes horaires, c'est 22h30, 5h30. Et à 6h moins le quart, après ma bolée de café, ben, j'écris mes livres. Et comme tous les sujets du matin, j'ai aucun problème d'endormissement. Le soir, je n'ai jamais de problème. Sachant que j'ai cette intolérance au café vers 13 heures, ma femme adorable, le dimanche, me prépare un déca. Et un dimanche soir, je sautais dans mon lit, à 1 heure du matin, je sautais toujours dans mon lit, et je l'entends qui dit, oh mon Dieu, je crois que j'ai inversé nos tasses. Donc là, on était dans une situation de double aveugle, puisque ni elle ni moi ne savions que je n'avais pas pris un placebo de café, Ouais. mais un vrai café. Et elle me l'a fait 2 fois le coup, la vache. Elle a dû vouloir vérifier si c'était ça. Donc je sais que c'est pas un fantasme, que pour moi, le café
plus tard que midi, ça m'empêche de m'endormir parce que, avec mon âge canonique, j'élimine plus lentement. Ouais. Vous, oui, même 16-17 heures, ça doit être bon. Oui, oui. Les ados, ça peut en prendre plus. À 25 ans, ça va. Donc ça, c'est thé, café, chocolat, Coca, Red Bull. bulle coca. Le coca est une des pires sources de caféine, puisqu'il y a eu récemment d'ailleurs une publication de quelqu'un qui a failli mourir. D'une part, il y avait une privation de sommeil, et cette personne a fait une rhabdomyolyse, c'est-à-dire une destruction musculaire avec insuffisance rénale. Il y a une trentaine de cas dans le monde de gens qui buvaient régulièrement 3 à 4 bouteilles de café, de Coca-Cola par jour. Donc, méfiance, la caféine, c'est une bonne molécule, mais point trop n'en faut. Donc, première cause, c'est ça. Ok. La deuxième cause, ben, c'est il y a plein de médicaments, il y a plein de produits qui réveillent. Et si on commence à moins bien dormir alors qu'on a un nouveau traitement, il faut se poser la question. Il y a des médicaments pour la tension, des médicaments pour Parkinson, des médicaments psychiatriques. Enfin, il y a énormément de médicaments. On doit toujours se poser cette question. Ensuite, il y a les facteurs environnementaux. Et là aussi, ils sont nombreux. Le premier, le plus courant, c'est le bruit discontinu. Dormir à côté d'une cascade, dormir à côté d'une rivière, voire d'un périphérique, c'est pas un problème. En revanche, dormir à côté d'un aéroport ou dans un immeuble bruyant, c'est un problème. Alors souvent, les gens ils disent, mais si, je m'habitue, je vous assure, bon, pendant 15 jours, j'y arrivais pas, mais maintenant, je dors très bien. Ce que ces personnes ne savent pas, c'est que le cerveau s'habitue, on dort, mais le système cardiovasculaire ne s'habitue jamais. À savoir que ces personnes, au bout de 15-20 ans à côté de Roissy, à chaque décollage, on voit tachycardie, hypertension, suivi de bradycardie, hypotension. Et c'est comme ça qu'il a été montré que les habitants d'un immeuble bruyant ont une tension artérielle supérieure de 1 à 2 points à ceux qui habitent des immeubles calmes. Donc déjà, si vous habitez dans un milieu bruyant, Mm. juste des boules caisses, ou alors vous travaillez l'isolation de votre chambre, mais c'est vraiment très important. Le bruit discontinue, même s'il ne vous gêne pas. Deuxièmement, la lumière. Alors l'idéal, c'est de ne pas du tout bloquer la glande pinéale pour avoir son taf de mélatonine. Il y a des personnes qui ne sont pas à l'aise dans le noir absolu, mais il faut quand même essayer au maximum d'éviter la lumière, et surtout la lumière bleue. Donc, c'est les petites diodes. Je me rappelle quand j'enseignais à Pékin, j'étais dans un hôtel où il y avait une énorme télé devant moi avec une gigantesque diode bleue. Et tous les soirs, il fallait que je mette une serviette de bain devant la télé parce que je ne pouvais pas m'endormir à cause de cette diode. Euh, et quand on voit qu'il y a des systèmes euh, qui sont fondés sur des diodes bleues la nuit, notamment des veilleuses pour enfants, c'est absolument catastrophique, hein. Le rouge aurait tendance à faire dormir, le bleu réveil par défaut de mélatonine. Et puis c'est spécialement stimulant. D'où l'interdiction formelle de téléphone, de tablette et d'ordinateur le soir. En revanche, la télé n'est pas interdite parce qu'elle est à plus de 2 mètres et qu'il y a quand même moins de rayonnement bleu. Donc la télé, oui, surtout qu'avec les programmes qu'on nous propose, c'est plutôt soporifique. Euh, alors que l'ordinateur, regarder la télévision sur son ordinateur, c'est pas bien parce qu'on est à 40-50 cm Ouais. et qu'il y a un gros rayonnement bleu. Mais du coup, au-delà de la lumière, est-ce que le fait d'avoir la télévision dans sa chambre, est-ce que c'est pas une entrave à notre relation au sommeil, justement, au fait de dire, bon, je coupe, après, j'arrête de zapper et je passe au sommeil. Bah, c'est ce qui est très souvent c'est recommandé. Moi, je suis pas tout à fait de cet avis. Il y a des personnes qui ont un rituel de sommeil. Bon, moi, j'ai une liseuse parce que je ne veux pas réveiller ma femme en allumant. J'ai une liseuse. Même si je rentre à 2 heures du matin, Oui. il faut que je lise, ne serait-ce que 3 minutes. Il y a des personnes qui ont besoin de regarder la télé 10 minutes, un quart d'heure. C'est pas un problème, même dans la chambre. Moi, je trouve que ça gêne pas tellement. Sinon, personne ne dormirait dans les hôtels, puisque dans les hôtels, il y a toujours la télévision dans la chambre. Donc, je trouve pas que ce soit rédhibitoire. C'est vraiment les écrans proches qui sont interdits. Ok, mais et par rapport au bruit, parce qu'il y a des gens qui s'endorment avec la télévision Oui, allumée, oui, et qui s'endorment aussi avec PSIO, il y en a qui s'endorment aussi avec la radio. sauf que Pourquoi pas? Je pense que, par exemple, s'endormir avec les bruits roses, le bruit de la mer,
le bruit d'une cascade et tout ça, le bruit du cœur. Il y a des tas de bruits qui permettent d'endormir parce que ce sont des bruits continus. Ce ne sont pas des bruits discontinus. Alors, c'est sûr, Mm. s'endormir en se mettant du métal dans les oreilles ou du hard rock, c'est pas forcément une bonne idée. Mais quand j'étais étudiant, par exemple, alors à l'époque c'était des tourne-disques qui s'arrêtaient tout seuls quand le disque était au bout, Voilà. je m'endormais systématiquement avec le deuxième concerto pour piano et orchestre de Rachmaninoff, qui est génialement soporifique. Je vous le recommande à tous. Il est parfait. Alors ça, quand ça s'arrête tout seul, c'est bon, Oui. mais la télévision, si elle continue, ça continue à Et faire... c'est mieux d'avoir un système pour couper, Ok, c'est sûr, c'est ok. sûr. Autrement, il y a un autre paramètre qui est important, c'est la sécurité. On ne Ah, peut pas essayer Valériane ce soir. Je vous donne les clés. Il y a une maison que vous connaissez pas du tout au fin fond de la campagne. Elle est un peu bizarre, cette maison. Vous vous couchez et vous n'êtes pas sûr d'avoir fermé la porte. mm. Je vous garantis que vous n'avez pas fermé l'œil. Et très souvent, je vais vous faire encore une confidence. Quand je me suis marié, très originalement, je suis parti en voyage de noces. Et pendant 15 jours, on changeait tous les soirs d'hôtel. Et certains soirs, ma femme me disait, tu dors à droite. Et d'autres soirs, tu dors à gauche. Puis il y a eu un soir, tu dors au milieu. Enfin, non, je m'en fiche, où tu veux. Au bout de 15 jours, j'ai dit, mais pourquoi? Eh bien, dans ma culture, l'homme est le protecteur de la femme, il doit être entre la porte et moi. Et donc, dans les chambres d'hôtel où la porte était à droite ou à gauche, puis il y avait une fois, la porte elle était en face du lit, donc elle s'en fichait. Et chaque fois que je dis ça, il y a toujours quelqu'un dans la salle qui dit, ben moi c'est le contraire, j'ai besoin de ne pas avoir d'obstacle entre moi et la porte, Oui, au cas où il y aurait un ennemi intérieur dans la chambre. Donc chacun a sa conception de la sécurité, mais exact. on ne peut pas dormir si on ne se sent pas en sécurité, c'est impossible. Et c'est une raison évidente, c'est que le sommeil, c'est un état d'extrême vulnérabilité. Hein, nos ancêtres Cro-Magnons, euh, quand ils dormaient, notamment en sommeil paradoxal, où on est paralysé, aveugle et sourd, eh bien, s'il y avait un tigre à dents de sable qui traînait dans le coin, c'était pas très sécure. Donc, on doit être en sécurité parce que c'est très dangereux de dormir, du moins pour nos ancêtres. Et c'est resté ça dans nos gènes. Ok. Alors, que dire d'autre encore comme facteur extérieur d'insomnie? Ben, il y a ensuite tous les problèmes physiques. La douleur et la fièvre étant les deux premiers. On ne peut pas dormir si on a mal. On ne peut pas dormir si on a de la fièvre. Parce que pour s'endormir et faire du sommeil profond, il faut que la température centrale soit descendante. Et pour avoir la pêche le matin, il faut qu'on soit en température montante. Et pour être en bonne santé, bien dormir et avoir le moral, il faut 1,4 degré de différentiel entre le maximum vers 16-18 heures et le minimum à 3 heures du matin. C'est indispensable. D'où l'importance de ne pas être dans une chambre trop chauffée, mais Mm. pas non plus trop froide, parce que si vous avez froid, vous thermorégulez, vous montez votre température. Ou alors, on peut prendre la nature à contre-pied, faire comme les Japonais. Je ne sais pas si vous êtes allé au Japon prendre un bain, mais là, quand vous rentrez dans une bassine japonaise, vous comprenez très bien ce que doivent ressentir les homards au moment suprême. C'est absolument incroyable la température que les Japonais utilisent au coucher. Ouais. Et ils dorment très bien. Pourquoi? Alors, il faut être en bonne santé, hein, parce que quelqu'un qui est cardiaque ou qui n'est pas habitué ou qui est même trop âgé ou fatigué, ça ne le fait pas. Il y a un risque. C'est comme le sauna. Mais en fait, quand vous prenez un bain brûlant une demi-heure, trois quarts d'heure avant de vous coucher, ça a été mesuré, vous montez de 1,7 degré, voire 2 degrés votre température centrale, ce qui est considérable. Vous êtes à 39 en vous couchant. Du coup, vous thermorégulez avec votre thermostat cérébral et vous effondrez votre température et vous produisez beaucoup de sommeil lent profond, puisqu'on ne produit de sommeil lent profond qu'en température descendante. C'est pour ça Ok. que c'est en début de nuit. Donc, on peut prendre la nature contre-pied, mais habituellement, disons en Occident, on dit on prend un bain tiède sans se sécher trop vite pour abaisser la température et on met la chambre à la température idéale. Allez, Valériane, je vous pose encore une petite question. Quelle est la température idéale? D'une chambre, Oui. 17. Stéphane, Bah, franchement, je ne m'allonge au chat. Sergio, Moi, je dirais que ça serait dans les 21.
22. Un Québécois, je pensais qu'il allait dire moins 25, mais bon. Et Evelyne, Moi, je dirais plus 19 et 20. ben, vous avez tout faux. La température idéale, c'est celle où on se sent bien. Ah, Exactement. Non, mais je suis sérieux. ok. Et c'est pour ça qu'il doit y avoir des négociations importantes quand on dort à deux, Oui. parce qu'il y en a toujours un qui est plus frileux que l'autre. Et moi, je vois bien, on a deux couettes. Enfin, même moi, j'ai pas de couette parce que les hommes, en général, sont moins frileux que les femmes parce qu'ils ont une masse plus importante. Ils pèsent plus lourd que les femmes. Donc, ils ont moins de déperdition de température. Donc, il faut bien négocier avec son conjoint pour que chacun ait sa couette. Et souvent, il y a des scènes de ménage. Il y en a un qui veut dormir les fenêtres ouvertes, l'autre pas. Il y en a un qui veut chauffer, l'autre pas. Ça doit être négocié, ça, parce que dormir à deux, c'est très bien dans un sens, parce que le pot à pot permet de sécréter des endorphines, des hormones également d'attachement qui favorisent le sommeil. Mais si l'autre ronfle très fort, si l'autre bouge beaucoup, si l'autre est très frileux et qui met la chambre à 25 avec trois couettes, ça empêche l'autre de dormir. Et puis il y a aussi le facteur que, vous voyez, moi je suis moyen dormeur, c'est-à-dire 22h30, 5h30, 7h. J'ai une femme qui est également du matin, mais elle, elle n'est pas matinale, elle est du matin. Ça veut dire que dès les yeux, elle est en pleine forme. Mais elle, c'est plutôt, on va dire, 22 heures, 7h30, voire 8 heures. Et évidemment, j'ai intérêt à me coucher euh, assez silencieusement, autant qu'un mec puisse faire, et à me lever également silencieusement. Sinon, je vais perturber son sommeil et j'ai pas envie de la rendre malade. Donc c'est vraiment très important. Si on n'a pas la même typologie, si Ouais. monsieur est du soir et madame du matin, c'est très important. C'est une cause de divorce d'ailleurs, le fait d'avoir des typologies différentes du matin ou du soir. Les gens du matin sont faciles à reconnaître, ils sont pathologiquement ponctuels. Les gens du soir sont tout en retard. Donc c'est comme ça. C'est génétique, ils y peuvent rien, les pauvres. Ok. Et donc il y a des courts, des longs et des moyens dormeurs. Et puis il y a des gens du matin et du soir. Et tout ça, ça fait un doux mélange que la nature est prévue. Parce que dans une tribu, si vous avez toutes ces typologies, en fait, il y en a tout le temps un qui est réveillé dans la tribu. Et donc il y en a tout le temps un qui est là pour réveiller en cas d'attaque de prédateurs. Donc la nature est bien faite de ça. Il faut tout bouffer un monde. Il y a des gens qui dorment en deux fois, en trois fois, Ouais. comme par exemple en Andalousie ou à Barcelone. Bref, cette multiplicité des typologies de sommeil permet d'avoir beaucoup plus de couverture des 24 heures en cas d'attaque. Ah ben oui, c'est ancestral. Ouais. Alors, autre cause d'insomnie, on a parlé donc des maladies physiques. Alors, je ne vais pas toutes vous dire les maladies physiques parce que l'hyperthyroïdie ou l'hypercorticisme, c'est important. Les médicaments, c'est le cortisol, le pire de tous. Enfin, la cortisone plutôt, c'est le pire de tous. Et ensuite, 75% des troubles du sommeil sont psy. Alors, Mhm. il faut comprendre que l'insomnie transitoire, c'est quand on est dans l'attente d'un événement, qu'il soit heureux ou malheureux. On dort mal la veille de son mariage, on dort mal, peut-être pas la veille de son enterrement, mais de l'enterrement de quelqu'un. Ou de la veille, par exemple, je pense que Marine Le Pen, à la veille peut-être d'aller en prison, elle ne doit pas dormir très bien en ce moment. La veille d'une élection, les mecs, ils dorment pas bien non plus. Donc, l'attente d'un événement, même très heureux, c'est une stimulation, c'est une excitation et on ne dort pas bien. C'est là d'ailleurs, c'est une des meilleures indications à mon avis du PSIO. Ensuite, après on est dans la pathologie. Le grand pourvoyeur d'insomnie, c'est la dépression. Il n'y a pas de déprimé qui dort bien. 80-90% dorment pas assez. 10 à 20% dorment trop. Ah Et oui. tous dorment mal. Donc, en cas de trouble du sommeil, on cherche d'abord la dépression. Et surtout le fait d'être pas du tout en forme au réveil. C'est vraiment ça signe. Quelqu'un qui a mal à la tête au réveil et puis qui est en forme le soir, ou qui a mal au dos le matin et pas le soir, ça sent la dépression. Donc il faut faire très gaffe à ça. Et le premier traitement, le premier médicament, c'est se lever 1 heure et demie plus tôt. Tous les gens qui ont un syndrome dépressif traînant, ils se lèvent 1 heure et demie plus tôt. Et je leur dis toujours, vous allez me maudire pendant 15 jours et me bénir pour le restant de vos jours. Restons. Oui, donc on fait vraiment la distinction entre la quantité de sommeil et la qualité de ce sommeil. Oui, absolument. Et je Oui. pense que la qualité est plus importante que la quantité. Mais il faut quand même, le noyau dur, c'est les 3 premières heures.
Et en principe, en dessous de 5 heures, on considère que ça devient carrément dangereux. Alors, notre président de la République actuelle dit qu'il dort 4 heures, je pense qu'il se vante. Je pense qu'il dort au moins 5 heures, sinon il ne se porterait pas aussi bien qu'il a l'air de se porter. Ou alors il fait comme Chirac, c'est-à-dire, ou Napoléon, c'est-à-dire que chaque fois qu'il est à l'arrière de sa voiture, ben, il fait une micro-sieste qui est très réparatrice. Et on peut dormir moins, style navigateur. Vous voyez, en ce moment, dans le Vendée Club, les gens, quand ils sont dans des endroits à risque, eh bien, ils dorment par petites tranches de 90 minutes ou de multiples de 90, et ils se réveillent 5-10 minutes, et ils se rendorment, et on peut tenir des mois comme ça. Ok. Alors justement, je vois, tout ce que vous dites est super intéressant. Je crois qu'on serait tous prêts à rester des heures à vous écouter. Alors pour ça, heureusement, il y a vos livres aussi. Et j'avais envie de faire évidemment le lien avec le psycho, puisque vous Est-ce que je l'avez peux avant répondre à 2 questions importantes? bien sûr. Comment savoir si notre heure est correcte? C'est très simple. Si un jour vous avez une pêche d'enfer, vraiment vous êtes très très bien calme, eh bien, à quelle heure je me suis couché, endormi hier soir, et à quelle heure je me suis réveillé? C'est ça l'horaire de référence, et vous devez tendre à adopter les horaires de la veille où vous étiez en pleine forme. Alors, quand on dort à côté de quelqu'un qui ronfle, ben, soit on met des boules qui est, soit on fait chambre à part, soit on lui met une orthèse d'avancement mandibulaire. C'est la seule chose qui marche. Tout le reste, c'est bidon. Mais il y a des gouttières donc qu'on me porte la nuit et qui avancent de quelques millimètres le maxillaire inférieur. Et ça, en principe, c'est radical. Vous le supportez, mais ça marche. Et enfin, quelqu'un me posait une question sur la mélatonine. Je sais pas, je ne vois plus. En tout cas, la mélatonine, moi, j'en prescris énormément. En principe, donc, celle que j'ai inventée, qui est le spray sublingual, quand on a un problème d'endormissement, soit le soir, donc pour les ados, par exemple, c'est très bien, soit en cours de réveil nocturne. Quelqu'un qui se réveille et qui n'arrive pas à se rendormir, un pchit sous la langue, et c'est bon. Et puis, autrement, pour les personnes qui ont un problème toute la nuit, une mélatonine à libération prolongée, moi, je trouve que c'est formidable. Et puis, la valériane, qui est ce qu'il y a de mieux, la meilleure des plantes. Évidemment, évidemment. Alors moi, j'ai aussi envie de proposer en complément, enfin de parler en tout cas des lunettes Psyo, puisque que vous connaissez, puisque vous leur avez même consacré un paragraphe dans un de vos livres dont Stéphane parlait au tout début, hein, qui était Dormir sans médicaments ou presque. Euh, alors bien sûr, on parle de mélatonine, mais est-ce que selon vous, la luminothérapie et la relaxation par la voix que permettent de recevoir les lunettes Psyo, comment est-ce que ça peut nous aider dans le traitement des troubles du sommeil et dans la relaxation? Ben, ça va encore plus loin que ça, le PSIO, à mon avis. C'est beaucoup plus varié que ça. Il y a beaucoup plus de cordes à cet arc-là. Oui, Il y a effectivement tous les aspects relaxation, sophrologie, qui sont remarquablement faits avec le système. oui, Il y a toute cette espèce de psychédélisme lumineux qui est également une bonne manière d'inviter au sommeil. Là, on se rapproche de l'hypnose et je suis un fervent partisan de l'hypnose et de l'auto-hypnose en matière de sommeil. Et d'ailleurs, j'enseigne au DU d'hypnose à Lyon. Et puis, ce que je trouve le plus original et le plus fantastique dans ce système, c'est le côté distracteur. C'est-à-dire que bah, on vous raconte des histoires différentes d'une oreille et de l'autre, et vous essayez de le suivre, et vous pensez plus au petit vélo qui se déclenche, qui vous empêche de parce que la grande cause quand même de l'insomnie, d'endormissement, que je traite en levant les gens plus tôt, parce que comme ça ils ont faim de dormir le lendemain, s'ils ont privation de sommeil. Mais ils me disent, oui, mais j'ai ce petit vélo qui se déclenche, je pense à des trucs complètement idiots, mais qui reviennent en boucle. Et là, justement, c'est la meilleure indication, à mon avis, de psycho. Parce que vous ne pouvez pas ne pas vous fixer là-dessus. Et comme c'est pas ces histoires pas trop intéressantes, c'est ce qu'il faut. Et ça permet d'oublier justement ce petit vélo infernal. Et je pense que c'est ce qu'il y a de mieux. Alors, quand on n'a pas le psycho, on peut faire le body scan, c'est-à-dire on fait de la relaxation, la contraction, décontraction, et ensuite on se fixe sur l'extrémité de son gros orteil gauche et on remonte centimètre par centimètre. Et en principe au genou, voire à mi-cuisse,
on est endormi. Il ne faut pas aller plus haut parce qu'après, ça donne des idées, ça empêche de dormir. Oui, c'est ça. C'est Oui, contre-productif. Enfin, ou ça produit d'autres choses. Oui. Clairement. Alors, vous parliez de l'application du PSIO par rapport à la relaxation. Évidemment, on a aussi les programmes qu'on appelle Turbo Sieste, hein, qui sont enrichis en lumière bleue, qui vont justement à cette longueur d'onde de 470 nanomètres activer la glande pinéale pour réguler l'horloge biologique. Bon, voilà. Alors, justement, j'avais envie sauf si vous voyez encore une chose brûlante à nous partager comme ça, sinon on Non, a mais des... ce que vous venez de dire est important parce que Oui, le sommeil, c'est un problème d'horloge. Et oui, si on ne dort pas, c'est que les horloges sont déréglées. Donc, pour remettre les pendules à l'heure, oui, il faut favoriser la libération de mélatonine le soir, à l'obscurité, à la pénombre. Parce que la mélatonine, c'est pas une hormone de sommeil, c'est une hormone de pénombre et de nuit. Et le matin, il faut mettre la lumière plein pot, notamment la lumière bleue, qui va bloquer la mélatonine, qui rend somnolent, notamment au mois de novembre, où on est au maximum justement de l'énergie saisonnière, voire de la dépression saisonnière, oui, avec une somnolence, une boulimie sucrée, voire un état dépressif et une prise de poids. Donc là, la lumière et justement votre turbo est une bonne yes, idée dans ce registre. oui, exactement. Alors justement, j'ai quelques petits témoignages à proposer. Alors Evelyne, est-ce que tu pourrais proposer à Armel Bouillot à devenir panéliste et à Christine François, à Armel à lever la main. Donc elle est peut-être... Donc je rappelle que les témoignages, c'est vraiment dans la conscience du temps qui passe, puisque probablement Ouais. qu'on va déborder de quelques J'ai minutes. été trop bavard, Alors, ce n'est pas ça que je dirais. Il y a beaucoup de choses à un dire peu. et c'était vraiment très intéressant. Et je n'ai pas eu l'élan de cadrer pour réduire ce qu'il y avait à dire parce que c'était vraiment super riche. Alors, je vois Carmel. Est-ce que Evelyne, Ah voilà. Armel, est-ce que tu peux ouvrir éventuellement ta caméra qu'on te voit? Alors, j'ai ouvert la caméra. Ah, voilà. OK, j'ai ouvert la caméra. Hop. Vous voyez? Non. Ah, Non, non. c'est en bas à gauche. Alors, en bas à gauche, j'ai l'audio. Et à côté, il y a la caméra. Arrêtez la vidéo. Micro sélectionné. Je suis désolée, je n'ai pas la caméra. Alors, c'est pas grave, Armel, pendant que tu cherches éventuellement, D'accord. je Vous vais m'entendez par contre? Oui, très bien. On peut faire t'entendre. peut-être c'est dommage, mais enfin, on va peut-être faire sans image. oui. Euh, Ou alors, le temps que tu trouves, je propose à Christine François de venir faire son super petit témoignage. Est-ce que, oui, évidemment, Ok. Pareil. Alors, je suis désolée, mais j'ai le même problème qu'Armel. Moi non plus, je n'ai pas accès à la caméra là. Je oui. crois, Valériane, que tu es la seule qui peut mettre les gens en panéliste. Moi, ce que je peux, c'est juste leur donner l'accès au micro. ok. Alors, Evelyne, pendant que moi je fais ça, est-ce que tu nous ferais un petit témoignage sur le sujet? Oui, certainement. Alors, effectivement, moi, c'est ce qui m'a le plus impressionné de mon utilisation des lunettes Psio, c'est le changement drastique que ça a fait dans ma vie. Ça faisait une trentaine d'années que j'avais des problèmes d'insomnie chronique et j'avais à ce moment-là fin trentaine et je me posais la question un peu comme Docteur Lemoine le disait, tu sais, à quel point je le sentais dans mon corps. Je me posais la question si j'étais pour vivre jusqu'à 50 ans, tellement il y avait des répercussions dans ma vie à tous les niveaux, les dépressions, les burn-out, tout ce qui est la patience, la tolérance, les manques d'énergie, des siestes constamment pour essayer de survivre, hein. Et les maux de dos, le bas de dos, tout ce qui était toujours activé en mode survie. Et moi, quand j'ai commencé à utiliser les lunettes, ça a été progressif.
Mais tu sais, je peux vous dire que je suis partie de dormir entre 2 et 3 heures entrecoupées, en me réveillant fréquemment, en faisant de l'hypervigilance, en étant constamment réveillée par le moindre petit bruit et en me reprenant 40, 45 minutes, 1 heure pour me rendormir. Je me couchais très tard, je me levais très tard. C'était exécrable comme, comme sommeil. Après plusieurs semaines d'utilisation du psy de façon régulière, euh, j'ai vu un énorme changement parce que là, je réussissais à dormir un 7, 8 heures en ligne sans me réveiller. C'était extraordinaire jusqu'à me rendre compte avec mon ex-conjoint à un moment donné qui me dit je m'excuse pour la nuit passée. Et moi, de dire ben, je sais pas de quoi tu parles parce que je me suis pas aperçue de rien. Il m'a dit, mais non, c'est impossible. Il dit, je me suis accrochée dans le lit quand je me suis levée pour aller aux toilettes et je suis tombée. Et donc, ça fait du bruit, là, c'est pas. Puis le lit bouge et tout ça, et je n'ai rien entendu. C'est là que j'ai vraiment réalisé la puissance de cet outil-là, de dire que moi qui entendais un petit son à 3 pièces plus loin et que je me rendormais pas, à avoir quelqu'un à côté de moi qui tombe, qui fait du bruit, qui bouge et que je n'entends rien. Ça a été une très, très grande révolution et révélation pour moi. Donc, ça a complètement tout changé dans ma vie. C'est pourquoi qu'aujourd'hui, je m'implique à faire connaître le psycho parce que j'avais essayé, tu sais, quand on a un problème chronique, que ce soit n'importe quoi, on essaie à peu près tout ce que les gens nous proposent. Donc, autant au niveau médical, j'entends tellement ce que Dr. Lemoine disait tantôt. J'ai eu, évidemment, là, j'ai essayé les somnifères et je dormais, c'est-à-dire que je me rendais compte de rien, mais je me réveillais aussi fatiguée comme si Oui. j'avais pas dormi. Non, vous J'ai dormiez pas, vous ne dormiez pas, vous étiez anesthésié, c'est autre chose. Exact, exact. Et c'était vraiment ça parce que des fois, j'entendais ce qui se passait, mais j'étais plus capable de bouger. Mon corps pouvait pas bouger, mais c'était comme si, exactement, c'était comme une anesthésie. Et c'était horrible parce que je me réveillais toujours quand même fatiguée, épuisée, et j'avais tout le temps l'impression de ne jamais dormir. Donc, ça a été vraiment un très gros, très grosse amélioration dans ma vie, Je là. pense que vous avez réussi à créer un rituel de sommeil, et ça, c'est essentiel. Hein. Oui, Alors, nos grands-mères, elles faisaient une prière à l'orange gardien, chacun son rituel de sommeil, et effectivement, le psycho, c'est un excellent rituel de sommeil, oui. d'autant Ça plus crée ça un vous oblige ancrage, à, hein? voilà, et ça vous oblige à une régularité des rythmes aussi. Donc effectivement, ça a énormément de qualité, Oui, forcément. puis le fait de prendre le même programme, ben, effectivement, dès que je mets les lunettes avec le son, mon cerveau Un sait que c'est signal, l'heure de dormir. c'est un conditionnement positif. Conditionnement. Exact. Mm. Merci Evelyne. On C'est voit super. Christine, Alors on voit Christine, mais on euh, voit pas Armel. pas encore. Est-ce Non, que... ça marche pas, je vais changer d'ordi. Non, Armel, est-ce que tu peux juste nous dire en quelques minutes, est-ce que tu peux Ah, nous... autrement, je change d'ordi, c'est comme vous voulez. Mais Si... en fait, j'ai un peu peur qu'on déborde trop de D'accord, notre horaire, en fait, c'est pour ça. Tu serais ok. d'accord de le Bien. faire comme ça? Ah oui, 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 il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. Donc, oui, en fait, ben, ce qu'a dit le docteur Lemoine résonne complètement, hein, puisque moi aussi, en fait, j'avais des gros problèmes de sommeil, d'insomnie, donc depuis 10 ans. Et en fait, c'est apparu à la naissance de mon fils, hein, et j'ai développé une sorte de survigilance, hein. Donc, quand le docteur Lemoine parle d'insécurité, ben voilà, je l'ai vécu avec des stress permanents. Et à la fin, en fait, je dormais, enfin, je me réveillais toutes les 2 heures. Bien que j'avais un rythme très régulier, de me coucher toujours à la même heure et de me réveiller, pareil, à la même heure au bout du compte. Et en fait, donc j'ai eu pas mal enfin voilà, des différents traitements que je ne voulais pas d'ailleurs, hein, comme le lorazepam, ça, on en avait un petit peu discuté. Et alors, ce qui est intéressant par rapport aux lunettes psycho, c'est que donc moi j'avais bah, déjà eu des séances d'hypnose, de sophrologie, bon en plus de l'acupuncture et de tout un tas de choses naturelles. Et disons que l'hypnose, bah, c'est quelques séances de temps en temps.
Donc par rapport aux lunettes Psyo qui sont tous les jours, parce que là ça fait depuis 4 mois en fait que j'utilise ces lunettes tous les jours et ça a grandement amélioré mon sommeil, hein. Maintenant j'arrive à dormir 6 heures d'affilée, ça c'est fantastique. Donc là c'est vraiment cette régularité qui a été payante. Et ensuite aussi, donc comme disait le docteur Lemoine, c'est que moi j'ai le petit vélo dans la tête en fait, hein. Quand je me réveille la nuit, alors j'ai pas de problème d'endormissement. Mais quand je me réveille la nuit, eh ben, hop, ça repart, la surcharge mentale, etc. Parce que je suis pas du tout dépressive, en fait, mais j'ai beaucoup de charge mentale. Et là, eh bien, ça court-circuite complètement le fait qu'il y ait ces lumières comme ça clignotantes, ça court-circuite complètement le petit vélo et bah, je me rendors. Voilà, très très bien. Je prends comme plante quand même de la valériane et de la mélatonine à libération prolongée, donc très très bonne, très très bonne chose. Mais voilà, c'est très naturel et donc ça va bien avec les lunettes Psyo. Donc pour les programmes, en fait, je fais bah, le s'endormir naturellement. Je varie un petit peu, hein, le s'endormir naturellement, s'endormir tout court. Quand je vois que quand même j'ai eu que 5 heures de sommeil, je fais la turbo sieste. Alors moi j'aime bien relax 20 minutes. Alors j'ai remarqué 20 minutes, ça me va très bien, hein. Alors c'est après manger. Donc c'est très très régulier hein, comme rythme, hein. Après manger 20 minutes. Si j'ai envie de traîner un peu et que je remets une petite louchette de 20 minutes, ce qui nous fait 40 minutes, eh ben, je vais moins bien dormir quand même la nuit. Donc c'est vraiment du dosage en fait assez précis. Et puis aussi de temps en temps le wake-up du matin que j'aime bien, mais pas systématiquement. Voilà. Et là, ça a vraiment en effet changé ma vie. J'ai plus voilà, ce sommeil chaotique que j'avais. Voilà le témoignage. Donc bravo, merci pour les lunettes. Merci Armel pour ces mots inspirants. Je suis Alors, désolée que la caméra marche pas. Vous auriez vu mon beau sourire là. on l'entend, La on campagne. entend ton sourire. Merci. Alors, je passe très vite hein, Oui, oui, oui. sur le Vas-y. troisième témoignage. Le temps avance. Christine, est-ce que tu as des petits mots pour nous? Oui, oui, oui. Ben, moi, j'ai fait un burn-out. Ah, c'est bon, vous m'entendez là? Là Oui. maintenant, oui. Oui, j'ai fait un burn-out. Donc, ce qui effectivement modifie complètement le sommeil. Mais déjà avant le burn-out, j'avais beaucoup de difficultés, pas à m'endormir, ça n'a jamais été le cas. C'est justement comme ce dont parlait Armel, 3-4 heures du matin, cette fatidiqueur où les pensées, ça reprend, puis alors le cerveau, ça y est, il est reparti, hein, et il s'arrête plus. Donc voilà, moi c'était ça et j'étais effectivement épuisée. Alors effectivement, j'avais essayé des moyens des moyens naturels, tels que la mélatonine, j'avais essayé enfin tout un tas d'autres choses, les fleurs de bac également. Mais j'avais remarqué une chose, c'est que au fil du temps, le corps s'habituait. Alors je faisais les fleurs de bac, après je changeais, je faisais autre chose, après voilà. Mais j'avais jamais trouvé vraiment quelque chose qui me permette un sommeil de manière pérenne, une solution pérenne. Et puis, à la fin de mon arrêt maladie, je me suis dit, bon, bah, maintenant, je vais retourner au travail. J'ai travaillé pendant 20 ans dans le culinaire. J'ai dit, non, moi, maintenant, je vais être dans le bien-être. Je veux faire du bien aux gens. J'avais bien vu que les gens n'allaient pas très bien. Je me suis dit, voilà, je veux faire du bien. Mais alors, il fallait que je trouve le produit. Je sortais d'un produit premium, je voulais un produit premium. J'ai cherché, voilà, et un jour se présente la lunette Psyo. Bon, on m'en parle. Je téléphone en Belgique. On m'explique, je dis ça a l'air bien, sur le papier ça a l'air bien ça. Ouais. Donc il se trouve qu'il y avait une psychoacadémie à Paris, donc où justement Stéphane montrait le fauteuil, et ce jour-là, on m'a fait essayer la lunette. Je mets la lunette, j'entends le programme avec la voix qui parle à 2 à l'heure. Oh, je dis ça va pas le faire. Euh, Et puis bon, je me raisonne, je me dis bon, t'es là pour tester, voilà, joue le jeu. Et en fait, j'ai pas eu tellement d'efforts à faire parce que la fréquence de la luminothérapie m'a permis très rapidement, voilà, de me sentir bien. Et alors, chose improbable, je me suis endormie. Et alors, après, au bout d'une demi-heure, donc quand je me suis, voilà, je me suis réveillée.
J'ai dit, ça, c'est extraordinaire. Si j'ai réussi à m'endormir dans un endroit qui n'est pas le mien, où je ne connais personne, où mon sac était à un endroit de la salle, j'ai dit, c'est merveilleux. Et donc, depuis, je l'utilise régulièrement. Donc, je l'ai utilisé régulièrement pour sortir du burn-out et régulièrement pour le sommeil. Aujourd'hui, après une utilisation de plusieurs mois pour le sommeil, je n'ai plus besoin. Alors, je prends plus rien. Moi, par contre, avec la lunette, je prends plus rien. Dès l'instant que j'ai mis la lunette, j'ai arrêté tout, que la lunette. Et je l'utilise quand je vois qu'il y a eu un stress en journée et que éventuellement mon cerveau dans la nuit peut, voilà. Mais sinon, voilà, à intervalles réguliers, mais c'est bon, le sommeil est revenu. Voilà. Waouh, merci Christine. C'est précieux vos témoignages parce que, comme tu l'as très justement dit, sur papier, ça peut sembler génial et en même temps, c'est quelque chose, c'est un outil qui doit s'expérimenter et qui doit s'essayer. Donc franchement, merci pour ces témoignages. Alors, il y a plein d'autres témoignages qui peuvent être visionnés sur notre chaîne YouTube Psy au Monde. D'ailleurs, on est en recherche aussi de nouveaux témoignages. Donc, si vous avez l'élan, je parle même d'Evelyne, Christine, Armel qui ont témoigné ce soir, mais il y en a plein d'autres qui auraient voulu le faire. Si vous avez l'élan de vous enregistrer, quelques minutes comme vous venez de le faire, ça nous permettrait de continuer à donner aux gens le goût d'aller au moins tester les lunettes Psyo. Alors, comme on l'a vu, j'ai l'impression que le docteur Lemoine a disparu. Mais peut-être que je me trompe, mais je ne le vois plus. Donc, je ne sais pas s'il est encore là ou pas. Mais Bref. on aurait dû s'arrêter, c'est peut-être pour ça qu'il est parti, parce que c'était l'heure, on avait dit 9 heures. Oui, 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 tout à fait. Et c'est pour ça que je passe à la clôture de cette première mouture du café Psyo. Euh, je, je rebondis sur les mots de Christine où elle dit le corps s'habitue aux substances. En plus, on a appris grâce au docteur Lemoine que les substances qu'on prend ne nous endorment pas, ne permettent pas de dormir, mais nous anesthésient. Donc, en même temps, on n'a pas envie, enfin, je n'ai pas envie, moi, d'être extrémiste non plus. Ce qu'on a fait à des moments où, comme disait Evelyne, quand il y a quelque chose qui ne va pas, on essaye tout. Ce sont des stratégies que nous mettons en place pour essayer, pour la survie de notre système, en fait. Donc, je ne pense pas que ce soit une bonne idée de s'auto-flageller parce que j'ai vu passer des commentaires en disant, oui, j'ai pris des... Tu fais signe? Oui, je voulais juste te faire signe que je voulais faire une sorte de résumé. Par rapport à quoi? Par rapport maintenant ou Pio, comment? la lunette Pio. Ok. Euh, je ne sais plus ce que je disais du coup. Oui, on essaye tout, etc. C'est parce que je voyais passer un commentaire en disant oui, j'ai pris des somnifères pendant des années, etc. Ne nous auto-flagellons pas, soyons doux avec nous-mêmes. Il existe d'autres solutions telles que le psyo. Est-ce que c'est maintenant que tu veux faire le résumé? Par exemple, je voulais faire une synthèse un peu, qu'est-ce que le psycho peut apporter pour les problèmes de sommeil. Et donc, Oui. très rapidement, Ouais. il y a en fait quatre choses. La première chose, c'est le distracteur de l'attention, comme a dit le docteur Lemoine. C'est pas une technologie qui endort, c'est une technologie qui stoppe les pensées corticales. Et si on est fatigué, ben on s'endort, puisqu'on ne pense plus. La deuxième chose, c'est que si on pratique comme un rituel, comme on l'a dit tout à l'heure, et qu'on le fait tous les jours, on ne va plus avoir de réveil nocturne. Pourquoi? Parce que le niveau de tension s'abaisse, alors que d'habitude, si on ne pratique pas régulièrement, on a déjà dormi 3 4 heures, on est déjà reposé, et si le niveau de tension est encore haut, ben on se réveille. Alors que si on pratique régulièrement, ben on ne se réveillera pas, et on va faire une nuit complète. Troisièmement, il y a un côté serein et récupérateur. Pourquoi? Parce que les images qui sont évoquées dans les histoires qu'on raconte
Euh, c'est- ces images sont positives, sont agréables, elles font référence à des souvenirs inconscients dans l'enfance, etc. Et ça, évidemment, ça imprime un apaisement. Et ça va faciliter cette sensation, ça va procurer cette sensation de sommeil récupérateur. Et le lendemain matin, on a passé une bonne nuit, quoi. Puis il y a une quatrième chose que j'ai constatée en 30 ans d'utilisation, c'est la gymnastique du lâcher-prise de l'attention. Et que si on le pratique régulièrement, on va de plus en plus facilement arriver à lâcher l'attention. Et donc, c'est cette gymnastique, haute attention, lâcher l'attention. Si on le pratique régulièrement, ben, ça se fait de plus en plus facilement et on peut même après se passer de psycho d'ailleurs, parce qu'on va le faire sans psycho. Et donc voilà, c'était les quatre choses que je voulais mettre en évidence, que j'ai pu Merci. observer au bout de 30 ans. Oui, oui, Toutes mes excuses, mon ordinateur s'est brutalement coupé. J'ai galéré pour me reconnecter. on a vu, enfin, j'ai vu que vous aviez disparu tout d'un Ah, coup. d'un coup, Alors, merci Stéphane pour ces précisions qui sont fondamentales pour la compréhension et le lien qu'on fait entre le psycho et les troubles du sommeil. Alors, pour tous ceux qui ne sont pas ambassadeurs, parce qu'aujourd'hui, il y avait des ambassadeurs, il y avait des utilisateurs, et puis il y avait des gens qui sont intéressés par le sujet. Et donc, je voulais juste vous dire que si vous n'êtes pas ambassadeur, mais que vous avez pu observer qu'il y a, il y a du dynamisme dans le réseau et qu'en fait, notre réseau n'est pas fait de vendeurs, en fait. je vous laisse. Merci, docteur Lemoine. Au revoir. Au À revoir. bientôt. Au revoir. Euh, donc, si ce sont des humains, en fait, qui ne sont pas des commerciaux, qui ne sont pas des vendeurs, mais ce sont des humains comme tout un chacun qui ont à cœur que les gens qu'ils aiment aillent bien et qui ont donc l'élan de diffuser autour d'eux les bienfaits que le psycho a eu sur eux ou sur des personnes qu'ils connaissent. Et donc, si par avance vous deviez être intéressé par l'ambassade, eh bien, n'hésitez pas à contacter votre ambassadeur si vous êtes toujours en contact avec lui, ou bien à m'envoyer un email à valériane, donc comme la plante, @psyo.com et je vous redirigerai vers un ambassadeur de votre région, bien évidemment. Euh, le prochain Café Psyo, c'est le 12 décembre et le thème, c'est la dépression et la dépression hivernale. Alors pensez à vous inscrire si ce n'est pas encore fait et si vous désirez offrir votre témoignage du, et donc du lien que vous avez pu faire entre l'utilisation du psycho et la sortie ou l'amélioration par rapport à la dépression, eh bien vous pouvez aussi me contacter à cette même adresse. Juste petite précision par rapport aux questions qui n'auraient pas été, c'est pas français, mais qui n'auraient pas été répondues, eh bien, je ferai un scan après, puisque le Zoom a été enregistré, et ces questions pourront recevoir une réponse de manière ultérieure. Et voilà l'heure des remerciements. Alors, j'avais envie de remercier le docteur Lemoine pour sa présence enrichissante de connaissances. Je voulais aussi remercier Evelyne et Sergio qui, sur le pouce comme ça, ont accepté de m'aider, de m'accompagner dans la technique et la logistique. Vraiment, merci beaucoup. Merci Evelyne, merci Armel, merci Christine pour vos témoignages qui sont pour moi savoureux à entendre et pleins d'espoir aussi pour d'autres personnes comme vous, comme moi, qui traversent des périodes ou bien depuis des années des troubles du sommeil. Et puis aussi, j'avais envie d'adresser un merci tout particulier à Stéphane Dumonceau, en fait, le concepteur des lunettes, parce que malgré les embûches qu'il a vues sur le chemin de la naissance, de la réalisation de cette lunette, en fait, du tout en un, puisque effectivement, ça fait 35 ans qu'il opère dans ce domaine, mais pour le tout en un, eh bien, je
j'admire cette persévérance et cette détermination à vouloir contribuer à plus grand que lui. Voilà. Et pour le paraphraser, il dit que ce n'est pas son projet, Psyo, mais qu'il appartient lui-même au projet. Voilà. Donc, sans Stéphane, nous ne serions probablement pas dans cette salle en train de parler de ça, ou en tout cas d'une autre manière. Et évidemment, en toute fin, je tiens à remercier tout le monde, vous toutes et vous toutes, qui avez été là ce soir avec nous, enfin ce soir ou en plein milieu de journée pour le Canada. Parce que c'est riche, c'est dynamique et on avait, comme vous l'avez lu dans les emails, très envie de remettre du lien là-dedans. Il y a de la solidarité et surtout quand on souffre de certaines choses, c'est 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 plutôt plaisant de vivre une forme de reliance, même si c'est dans quelque chose de difficile. Voilà. Je vous souhaite une belle suite de soirée ou de journée. Je suis désolée pour les 12 minutes de dépassement. Et vous pourrez voir l'enregistrement qui sera mis sur les plateformes de Psyo, la page officielle, Ambassadeur Psyo et le Psyo Chat qui est accessible à tout le monde. Voilà. Je vous souhaite une belle suite de soirée ou de journée et je vous dis au plus tard au 12 décembre. Merci à tous.